Bonjour, chers amis téléspectateurs, avec un IE, IES, IS. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et surtout que, voilà, je reçois une jeune femme qui a plein de choses à vous dire. Et puis, je voulais vous souhaiter bon courage pour le confinement, le reconfinement et tous les déboires qui vont avec, mais aussi vous demander malgré tout, puisqu'on ne sait jamais, de rester prudent. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, de protéger ce qui est à protéger, mais aussi, voilà, on n'est pas forcé de dire amen à tout. Peut-être qu'on peut réfléchir un petit peu, regarder ce que font les autres, écouter, lire, s'informer, au lieu de jouer toute la journée aux policiers. Parfois, on se fait agresser parce que, voilà, on n'a pas le masque et que les autres se sentent autorisés à nous agresser. Voilà. Il faut quand même qu'on laisse un petit peu de liberté aux gens, même si, effectivement, on peut exposer d'autres, mais il faut regarder. On est en société, on est dans un collectif. Et ceux qui prennent les décisions de manière unilatérale doivent penser aussi que nous existons et que nous avons parfois besoin d'être consultés. Voilà, donc prenez vos précautions, mais laissez la police jouer son rôle. Elle est payée pour ça. Vous n'êtes pas obligé de vous transformer en policier, en policière, en juge, etc. Voilà, donc cet après-midi, nous allons parler d'un ouvrage qui a été publié par un collectif de jeunes, et c'est très important pour un tas de raisons qu'on verra, parce qu'eux aussi sont propriétaires de la société, comme j'ai déjà eu à le dire, et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, parce que ce sont eux, à la limite, qui nous insère dans le monde nouveau, qui se décline différemment du nôtre, de celui de il y a quelques décennies, ou de celui de il y a même à peine une décennie, avec les nouvelles technologies, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre son identité martiniquaise, ou une identité qui est plus éclatée, plus mondiale, universelle, puisque on baigne aussi dans ces représentations-là. Donc, ils ont des choses à nous dire. On n'a pas forcément à considérer qu'on a la science infuse. Et ce qu'ils nous apportent est tout aussi intéressant, puisque aujourd'hui le monde ne se décline pas à la verticale, mais dans toutes les directions, verticale, horizontale, croisée, et chacun a son expérience qu'il partage, et c'est ce que vient faire aujourd'hui Célia Potiron, qui est la représentante d'un petit collectif de 4 personnes, de 3 autres personnes avec elle, Cristiano Soglo, Benito Silla et Rhoda Chokokam, donc avec elle, qui ont donc écrit à 4 mains un ouvrage qui s'appelle Le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation. Bonjour Célia. Bonjour Madame Smeralda. Voilà, on est très heureux. Je vais présenter aujourd'hui un complice de parler avec vous de ce travail, et puis de vous recevoir dans les studios, puisque vous passez un coup de vent à la Martinique, qui est votre pays, mais assez longtemps pour que j'ai eu le temps de vous arrêter, de vous attraper, de vous demander de nous en parler de vive voix, puisque vous savez que désormais, nous avons une sorte de tribune qui nous permet de toucher notre peuple, mais vraiment là où il se trouve dans le monde. Et nous remercions pour cela donc Zo Télévision, nous remercions les techniciens, Manuela qui est chargé de communication, Monsieur Granier qui est le directeur de l'émission, de la chaîne, et puis ceux qui nous aident donc à vous parler, à être dans la proximité avec vous. Voilà. Alors, je vais vous présenter donc le fameux complice dont je vous ai parlé, qui s'appelle Luisito Ventura. Bonjour. Bonjour à Célia, et bonjour à Juliette. Ok. Bien sûr. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, très heureux de participer à cette émission. Remercier Zouk TV, qui est un canal qui permet de diffuser notre culture, et puis les travaux de recherche effectués par tous nos compatriotes, qui sont ces travaux très importants pour l'identité
l'identité martiniquaise, cette construction martiniquaise, nous en avons tant besoin. Voilà, une construction, une connaissance qui n'est pas aboutie, puisque vous savez, on nous a beaucoup vendu des théories qui n'étaient pas fouillées, qui ne reflétaient pas ce que nous étions profondément, mais des espèces de fabrication à la va-vite. Et aujourd'hui, vous avez assez de chercheurs qui refusent ces constructions à la va-vite, qui vont fouiller anthropologiquement, sociologiquement, ethnologiquement, etc. Et puis tout ce que les sciences sociales nous offrent comme outils. Donc on se fouille, on se regarde d'un peu plus près et surtout, on arrête de considérer que sortir de la cale du bateau, c'en était fini de nous. Il faut surtout sortir de cette ignorance-là parce qu'elle est horrible et seulement à entendre, mais pour nous aussi, qui serions supprimés, qui aurions été supprimés par la surpuissance aussi qu'on donne à ceux qui ont déporté nos ancêtres et qui se comportent envers nous aujourd'hui encore comme s'ils étaient nos maîtres. Non, nous avons subi une forme de domination sauvage et méchante, mais nous sommes aussi une partie de nous, encore entière, et c'est cette partie-là que nous explorons, puisque la déportation a fait que les traits de civilisation, de culture, qui n'étaient pas centraux pour notre survie ici, là, eh bien, nous avons dû soit les mettre de côté, soit les adapter, soit les transformer quelque peu. Mais on n'est pas devenu une autre engeance au nom du fait qu'on a enjambé l'Atlantique, souvent contre notre volonté, et que, voilà, ça aurait fait de nous des êtres qui auraient transmué en je ne sais trop quoi. Donc, voilà, je vous remercie d'être là. Je vous souhaite bon après-midi, bonne soirée si vous prenez l'émission en rediffusion. Et puis, je vous souhaite de bien écouter ce que Célia va nous dire de son ouvrage, de ses collègues. Et je vais déjà lui poser la première question. Quelle idée de faire un petit lexique qui s'intitule « Le dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation ». Pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça ? On fait ça parce que le collectif Piment, nous sommes un collectif, nous sommes les co-auteurs, tous auteurs du Dérangeur, le petit lexique en voie de décolonisation. Et cet ouvrage arrive finalement au bout de 3 ans d'une expérience, d'une aventure radiophonique. Et on a pendant 3 ans réalisé une émission qui s'appelle Piment. Et dans cette émission, qui est une émission culturelle, musicale, on vient poser un regard, une critique sur la société. Qui se fait dans l'Hexagone, hein ? Qui se fait, exactement. Donc c'est une émission qu'on a réalisée pendant 2 ans sur une radio qui s'appelle Ritz FM, qui est une radio, web radio. Et on l'a aussi réalisé la 3e saison sur la radio Nova, qui est une radio hertzienne nationale. Et pendant 3 ans, on a réfléchi cette émission comme un lieu de rencontre entre cousins autour de la table, où on avait des retrouvailles et des discussions pimentées, nourries. On critiquait, on observait la société du point de vue de qui nous sommes. Et qui nous sommes des afrodescendants, du point de vue de notre condition de personnes noires vivant en France, mais d'horizons divers. Autant que moi je suis caribéenne, on a dans l'équipe des personnes qui viennent du Cameroun, qui sont à la fois du Sénégal et du Mali et de la Guinée. On a quelqu'un qui vient du Bénin. Voilà, donc on a rassemblé tout ce qu'on est et nos origines du moins, et c'est aussi ce qu'on est, des hommes, des femmes. On a une personne qui est donc gay aussi dans l'équipe. On a des personnes qui sont considérées comme grosses. Voilà, on a pris l'ensemble de nos identités aussi pour poser notre regard. En tout cas, ce qui est le plus important quand même, qui est central, c'est notre condition de noir en France. Et c'est ce qui nous sert on va dire, de tronc central pour faire une critique de la société. Et Piment était une émission culturelle. Donc on a aussi beaucoup de notions de culture, de société et de musique. Et on a appelé Piment parce que finalement, l'ADN de l'émission, c'était de venir piquer au vif, de venir provoquer, interroger, voilà. Bien sûr. Et le Dérangeur, finalement, arrive au bout de ces 3 ans d'émission. On se dit, comment on va venir synthétiser et à la fois aller plus loin, et puis aussi venir figer, parce que venir figer l'expérience Piment, on a pensé que le Dérangeur était de bonne façon de le faire au travers du lexique. Et le Dérangeur, c'est finalement l'ADN, c'est la continuité de Piment. On vient déranger, on veut piquer. En lisant le Dérangeur, on suppose créer ce sentiment de dérangement, c'est de sentir un peu bousculé. En tout cas, d'interroger les choses. Exactement. Voilà. Et puis le petit lexique en voie de décolonisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On n'a pas la prétention de dire qu'on est 100% décolonisé et complètement libéré de la domination coloniale. Donc, on a pensé que c'était bien de l'appeler en voie de décolonisation. Et puis le sous-titre, c'est Petit lexique en voie de décolonisation. Et puis, c'est aussi pour faire un pied de nez à la notion d'envoi de développement, qui est une notion qu'on attribue aux pays du continent africain, ou peut-être de la Martinique. D'ailleurs, je pense qu'on envoie de développement aussi. Même s'il y en a qui n'aiment pas trop le dire. Voilà. Je me suis déjà fait attaquer. Mais c'est vrai qu'en tout cas, économiquement, quand on voit les niveaux de chômage, l'accès aux soins, au logement, on est aussi une région en voie de développement. Donc c'est aussi pour faire un pied de nez à cette notion, qui est une notion en tout cas problématique, mais qu'on utilise pour comparer les pays et comprendre des notions de société. Voilà, c'est vrai qu'on réfère plus souvent à l'Afrique, peut-être à l'Amérique du Sud en partie, mais c'est vrai que nous avons ça au milieu du nez et qu'on nous a appris à regarder ailleurs. Ouais. Donc c'est peut-être une des raisons pour laquelle nous pataugeons dedans et qu'il faudrait qu'on prenne des décisions justement pour en sortir. Alors, vous avez appelé ça « C'est un lexique ». C'est le choix que vous avez fait pour prolonger cette émission ou la fixer. Pourquoi un lexique ? Alors, on est 4 donc afro-descendants. On a tous entre 26 et 34 ans pour moi, la plus âgée. On trouvait que le lexique, c'était une forme assez intéressante. Ça nous permettait de pouvoir rassembler à la fois une diversité de formes, parce que dans le lexique, finalement, on a des formes qui sont poétiques, on a une forme qui est historique, on a des formes qui sont parfois... on a des textes longs, on a des textes courts, on a de l'humour aussi, on a aussi des choses qui sont parfois touchantes et tristes. Donc voilà, je trouvais que le lexique nous permettait de pouvoir rassembler ces différentes notions, ces différents, on va dire, différentes approches. Et puis, on n'avait pas envie de sortir forcément un énième essai. On voulait sortir un objet un peu hybride et le lexique était intéressant parce que finalement le lexique permet de commencer, on peut commencer avec Z, on retrouve le mot zouk, on a fait une critique du zouk ou une observation du zouk et puis je sais pas, à la lettre A, on va parler d'Ayana Kamura, donc là c'est deux notions de musique par exemple, des approches culturelles, mais vous allez aussi avoir une approche historique, il y a une entrée qui s'appelle Vertière dans le livre, une entrée en fait c'est littéralement à la lettre V, il y a le mot Vertière, on va parler de d'Haïti un peu et de la bataille de Vertière, donc le lexique, c'était une bonne façon de pouvoir lier toutes les formes et aussi de pouvoir parler de beaucoup de sujets dans un seul ouvrage. Donc voilà, c'était pour pouvoir, si vous voulez, se permettre d'avoir un objet qui était multiforme en fait. Voilà. Mais comment vous vous êtes arrêté quand vous avez fait le choix des termes ou le choix des concepts, des notions, des traits d'histoire? Comment vous avez choisi? Parce que vous dites d'horizons différents. Comment vous êtes décidé pour recenser les termes sur lesquels vous alliez travailler? Alors comme je vous ai dit, comme on avait déjà 3 ans d'émissions, plus d'une 50aine d'émissions Piment, il faut savoir que c'est de l'émission de radio, donc on a plus d'une 50aine d'émissions, enfin entre 40 et 50, je ne sais même plus d'ailleurs, après 3 ans. On a également donc traité je dirais qu'on a pu traiter plus de 200 sujets si on prend en compte les sujets qu'on a traités comme des sujets globaux, parce que notre émission se composait avec 2 thématiques globales au début, ou une thématique principale, et aussi on faisait une sorte de revue de presse où chacun traitait en fait ce qui dans l'actualité l'avait piqué au vif, l'avait touché de manière positive ou négative. Et donc en tout cas tous ces sujets mis ensemble faisaient qu'on avait déjà traité énormément de sujets. De matière. On avait de la matière. Donc du coup on a dû faire un choix. Donc après souvent les gens nous demandent mais comment on travaille à 4, comment on fait un livre à 8 mains? Déjà avec Google Doc tout simplement. Google c'est un document où tout le monde peut écrire dessus en même temps. Donc du coup on a beaucoup utilisé de manière très technique cet élément-là et on a tous librement proposer des thèmes qui nous paraissaient importants de traiter, des thèmes où on pensait, on s'était dit, ces thèmes-là ont déjà été traités, mais ils n'ont pas été traités sous l'angle que nous, on considère nécessaire, où on a aussi choisi des thèmes sur lesquels on disait, voilà, ça n'a jamais été traité, ou en tout cas, pas à notre connaissance, donc on va traiter ces sujets-là. Donc on a tous mis dans un document tous les sujets qu'on pensait utiles, et puis au travers de notre travail, on a choisi
tous ensemble, et on a sorti 40 mots qu'on a définis, critiqués, observés. Il y en avait plus, hein, mais par manque de temps, on aurait pu en faire plus. Oui, il faut choisir. Voilà, mais il fallait choisir. Voilà. Okay. Donc c'est comme ça qu'on a travaillé, qu'on a choisi. On s'est inspiré de ce qui nous touchait en tant que Noirs, en tant qu'Afro-descendants, culturellement. D'accord, ça veut dire que vous n'avez pas posé des conditions au niveau de l'orientation, de la façon de penser une thématique. Chacun l'a développé avec sa sensibilité. Exactement. Vous n'avez pas eu de contrôle, exercice de contrôle, une ligne éditoriale, idéologique. Vous avez fait... La ligne, elle existe, on est piment, et aujourd'hui, on veut apporter on a voulu créer un outil, parce que le lexique, le dérangeur, on a voulu créer un outil qui allait permettre à celui qui ouvre le dérangeur d'avoir à la fois une explication, une critique, une observation de mots, de concepts qui sont parfois souvent utilisés ou pas du tout utilisés, et qui puissent avoir une notion, voilà, et que ça puisse permettre de pouvoir entamer une discussion, un questionnement, c'est parce que ça vient nourrir quelque chose à l'intérieur. On n'a pas en écrivant le dérangeur, on n'a pas la prétention de répondre à tout, mais en tout cas de faire naître des questionnements et d'apporter des éléments de compréhension de notre société, de qui on est en tant que jeune, de ce qui fait notre bagage culturel, ce qui nous rapproche ou ce qui nous divise à la fois. Je pense qu'il y a une entrée, par exemple, dans le livre qui s'appelle Antillais versus Africain, et on a voulu le positionner comme ça, parce qu'on a voulu expliquer en quoi les deux communautés, en tout cas en quoi les communautés noires de France, parce qu'il n'y a pas une communauté noire, il y en a plusieurs, comment elles se rapprochent, comment elles se séparent, comment elles sont traitées de manière différente par la société, et où elles ont des caractéristiques communes et différentes, et comment elles évoluent de manière diverse, et comment elles s'aiment, comment elles se détestent aussi, voilà. Donc c'est aussi un peu de nous, mais aussi une critique sourcée, réfléchie, parce qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup sourcé nos écrits, on est allé chercher, parce qu'on est aussi, qu'on se considère comme étant héritier des personnes qui étaient avant nous. Enfin, on pourrait les citer, il y a des Marie Scondé, il y a vous, il y a, vous avez écrit un livre qui est important, il y a France Fanon, je sais pas, il y a Jocelyne Béoard, il y a Cassave, il y a plein de gens qui étaient là avant nous et qui ont culturellement, socialement, politiquement, aussi dans les sciences sociales, écrit des choses, fait des choses qui nous permettent et qui alimentent notre réflexion d'aujourd'hui. Donc voilà comment on pense le dérangeur, et à la fois l'angle commun, c'est quand même la condition. On est des Noirs en France, et qu'est-ce que ça veut dire d'être des Noirs en France? Alors, on pourra tout de suite vous dire, oui, il y a la question de la couleur, de la race, entre guillemets, et puis il y a la question des catégorisations sociales. Hein, nous ne sommes pas un groupe non plus homogène. Tout à fait. Et il y a des conditions différentes. Et parfois, les conflits qui se vivent chez les Noirs de France, ce sont des conflits qui ont plus à voir avec l'appartenance catégorielle, professionnelle, sociale des gens qu'avec véritablement leur couleur. Mais nous avons en France, dans l'anonymat, tendance à nous rassembler tous azimuts, et ça crée, donc ça prend le temps. Il faut peut-être des outils comme ça pour qu'on essaye d'aller vers des choses qui ne soient pas essentialiste ou essentialisante. Parce que souvent, notre problème et le risque aussi, c'est de nous essentialiser sans arrêt et de ne jamais trouver d'ouverture à nos destinées de peuple qui ont à voir, à réaliser aussi des choses. On n'est pas que assigné dans sa couleur, dans sa race, mais en même temps, on ne peut pas la laisser de côté au nom du fait qu'elle nous embarrasse, qu'elle nous gêne. Et cet équilibre-là, on n'a pas encore tout à fait trouvé. C'est pour cela que des outils comme ça peuvent nous aider à... Mais c'est ce qu'on a voulu faire aussi dans le Dérangeur. Vous savez, finalement, d'avoir dans un collectif des personnes qui viennent du continent, de la Caraïbe, ou des Noirs qui sont nés en France, ça montre la complexité et la multiplicité, en fait, des profils et des communautés. Il y a des communautés noires dans le monde, il y a des afrodescendants, il y a des communautés noires en France, puisqu'on écrit nous en France, et c'est notre point de départ, alors que pour le coup on parle aussi de tout ce qu'il y a, de toutes les communautés, qu'elles soient dans la Caraïbe, qu'elles soient sur le continent, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale principalement. Mais ce qu'on a voulu faire avec le Dérangeur, ce qu'on a toujours voulu faire quand on fait les émissions Piment, quand on fait nos émissions de radio, c'est d'apporter de la complexité. Voilà. C'est d'apporter de la complexité, de venir critiquer en apportant
apportant des éléments précis et de venir montrer que ce n'est pas un tout homogène, mais c'est beaucoup plus complexe et qu'on peut être précis et qu'on peut amener de la complexité dans un sujet qui peut paraître souvent, qu'on nous vend en tout cas, ou qu'on nous présente comme des choses très simples ou essentialistes, comme vous l'avez dit. Ou que nous avons pris l'habitude de simplifier parce que ça nous arrange, et plus nous simplifions les choses, plus nous simplifions. Donc c'est important d'avoir ce besoin de complexité. Louisito, vous voulez dire quelque chose? Réagir? Oui. Alors j'ai bien compris l'intérêt de ce dictionnaire, puisque vous avez eu une très bonne expérience avec ces émissions, qui vous ont permis de traiter de certains sujets d'actualité, sujets aussi liés à la condition des Noirs, sujets aussi liés à la socialisation, sujets liés aussi, je dirais, à la souffrance aussi de ce peuple noir, parce qu'il faut dire que c'est vrai qu'on vit dans un pays démocratique, je le dis, avec une certaine démocratie, mais y a-t-il une vraie démocratie? Et nous connaissons toute la problématique, bien sûr, que rencontrent les communautés visibles. Les communautés visibles... rendues invisibles, paradoxalement. C'est ça, rendues visibles, dans tous les champs, champ de la formation, champ des organisations, et je dirais dans toutes les formes de socialisation. Et je crois que cet ouvrage permettra aussi, puisque c'est un dictionnaire, permettra à tous ces lecteurs, ou à tous les lecteurs, de pouvoir avoir des orientations précises, je parle de définition, oui, de mieux comprendre certaines notions aussi, et pour pouvoir aussi étayer leur analyse, des analyses qui pourront être très intéressantes à partir bien sûr de ces expériences, parce qu'il est certain que tous les peuples ont des éléments qui les rapprochent, et notamment le peuple noir, quand on voit très bien, je ne vais pas en parler trop concernant cette partie, mais je crois que beaucoup de gens réfutent nos origines, et on voit très bien que nous sommes très proches, cette culture afro, bien sûr, cette culture africaine qui nous fait aussi, qui nous rappelle qui nous sommes. La racine est là, on a beau la contester. Je suis toujours aussi très mal avec tous ces gens chez nous, très paradoxalement, qui sont pressés de se revendiquer d'un arrière grand-père Béquet, et qui ont beaucoup de mal, ou blancs, qui ont beaucoup de mal à reconnaître un apport africain en eux, et qui, dès qu'on parle d'Afrique ou de Noirs, se mettent à traiter les gens de noiristes, comme si, une utilité du lexique, Célia, parce que tous ces gens qui utilisent ce vocabulaire de manière anarchique et très injuste aussi, parce que les gens ont besoin de se situer, de se définir, et je ne comprends pas pourquoi dans notre société, au moindre quick et au moindre couac, chers amis qui êtes très, très au loin pour nous, ça veut dire dès qu'on l'ouvre, on a des gens qui vous neutralisent en vous disant « ouais, vous êtes raciste, ouais, vous êtes négriste, ouais, vous êtes noiriste, ouais, ceci, ouais, cela ». Je pense que l'être humain n'invente rien qui ne le soit pas utile à un moment ou à un autre de son histoire. Et on a beau avoir critiqué Césaire, la négritude était nécessaire à ce moment, même si aujourd'hui, justement, parce que nous avons des jeunes aussi, générations qui se vivent autrement et qui dépassent ce besoin de se ressentir, se redéfinir typiquement nègre pour faire exister leur négritude, parce que eux, ils la vivent, j'allais dire, beaucoup plus spontanément et normalement que nos générations précédentes à qui il était interdit de même se considérer comme un être humain. Donc on est dans un cheminement, on est aussi dans des sociétés dites plurales, multiraciales si on veut, et puis il y en a qui ont pris toute la place et qui interdisent aux autres, qui sont d'ailleurs les majorités, de l'ouvrir. Eh bien non, on continue le travail et vous aurez à entendre le mot noir, que cela vous plaise ou pas, parce qu'il y a encore besoin de s'appuyer sur cette définition pour exister.
Et puis, sur d'autres créations, j'espère qu'on en aura, que nos amis chercheurs, etc., viendront vous présenter leurs travaux et vous verrez qu'on avance. On n'est pas dans le confinement dans la couleur, même si on est dans le confinement pour autre chose, mais pas forcément pour la couleur. On a besoin justement de la dépasser, mais on ne va pas la jeter ou la cracher dessus au nom du fait que c'est un boulet qui nous embarrasse. Non. Je voulais juste vous dire le mot que les 4 écrivains ont mis en exergue. C'est aux personnes noires, celles qui aiment l'être, qui le sont par défaut ou par choix politique, à celles qui ne le sont pas encore et le deviendront peut-être. C'est très intéressant parce que il y a l'idée que être noir, c'est pas forcément être confiné dans une couleur, dans une apparence. Ceci dit, je tiens beaucoup à ça. Et quand vous parlez de choix politique, je pense que c'est bien qu'on le fasse dans des sociétés où on nous a appris justement à considérer que tous les autres étaient mieux que les Noirs et que par des stratégies un peu lâches et hypocrites et puis arrivistes, on laisse de côté. On peut faire le choix de dire qu'on prend parti pour le groupe qui est le moins reconnu et qui bénéficie le moins des retombées du travail en commun, des privilèges, etc. On peut décider ça politiquement. Maintenant, je pensais à la dame vice-présidente américaine. Et j'ai observé la même chose pour Obama. Vous voyez comment la construction de nos identités, soit de noirs, quand ça arrange les gens, soit de métis, soit ci, soit ça, eh bien, j'ai observé pour cette femme-là qu'on faisait la même chose. Eh bien, on commençait à dire, oui, c'est une métis, comme si chaque fois qu'un noir émerge en haut de l'affiche, on va dire, non, mais il n'est pas tout à fait noir, elle n'est pas tout à fait noire, non. Bon, elle est métisse par-ci, lui, il est métisse par-là, et puis on sent bien que cette histoire-là qui nous travaille, elle n'est pas banale. Eh bien, cette femme, je l'ai suivie dans beaucoup d'autres émissions, où elle dit, je suis une femme noire, je me définis comme une femme noire, parce qu'elle a senti que sa communauté, quand ses parents sont arrivés aux États-Unis, ils ont baigné dans tout le mouvement des droits civiques. Et voilà, c'est d'abord cette identité. Et puis, quand elle est passée vice-présidente, et bien tout d'un coup, ah oui, c'est une métisse, on la félicite parce qu'elle est à moitié indienne, on la félicite parce qu'elle n'est pas tout à fait, issue de l'esclavage. Enfin, c'est quand même des choses assez hallucinantes. Donc, c'est important que dans vos réflexions, on puisse se dire qu'on devient noir aussi par choix politique. Et on a besoin d'adhérer à la lutte de ceux qui méritent d'être connus, mais que la société, pour un tas de raisons, ne reconnaît pas. Et donc, on a besoin de prendre ces positions-là. Voilà. Alors, moi, à côté de ça, je tiens vraiment beaucoup à ce que, quand on dit qu'on fait partie du groupe des Noirs et qu'il y a des gens qui disent non, vous n'êtes pas assez, eh bien ça fait partie du jeu. Les Blancs ont exclu tous ceux qui avaient une tache noire, même quand ils étaient blancs. Et ils se sont construits leur unité sur ça. On ne va pas faire la même chose, mais il faut laisser à ceux qui ont le plus à être discriminés pour leur apparence, qu'ils soient les porteurs de cette identité-là quand il y a des décisions, des places, des positions à exprimer. C'est ça ma position. Donc quand on me dit oui, toi tu n'es pas assez, je veux pas assez crépus, couleur pas assez noire, je dis ok, mais moi j'ai des savoirs que je veux donner à cette partie de mon peuple. Et c'est ça que je revendique. Pas d'être en premier lieu sur les postes en avant-poste, soi-disant parce que etc. Donc voilà des choses qui sont importantes à dire sur cette introduction. C'est une dédicace, oui. En fait, on la dédicace. Quand on écrit Le Dérangeur, on écrit entre nous, entre Cristiano, Roda. Oui, vous êtes des afrodescendants. Voilà, donc on est afrodescendants, on est noirs, donc on écrit et on se dit qu'on a envie de parler aux gens qui nous ressemblent, qui passent peut-être par la même expérience que nous ou qui vont la
a passé. Et on veut complexifier en disant que oui, il y en a qui le sont par choix politique, mais il y en a qui le sont pas encore parce qu'ils n'ont peut-être jamais eu besoin de l'être. Puis il y en a qui l'ont toujours été alors qu'ils n'ont pas décidé de l'être. Et il y en a qui sont vraiment, qui sont noirs et qui le refusent. Voilà, donc c'est plus complexe que de dire, voilà, c'est-à-dire que, comme on a dit, je disais, il y a des communautés noires, il y a des expériences. C'était vraiment en faisant une dédicace comme ça, en dédiant le livre comme ça, c'est aussi d'apporter à nouveau de la complexité à la notion de qu'est-ce que c'est que d'être afrodescendant, qu'est-ce que c'est que d'être héritier, par exemple, de l'histoire de la traite négrière ou de la traite transatlantique. Voilà, il y a plein de choses à dire. Mais je voulais quand même dire une chose que vous avez dit. Alors, on a beaucoup parlé de la condition. Qu'est-ce que c'est qu'être noir? Qu'est-ce que c'est qu'être noir en Martinique ou dans la Caraïbe? Et être noir, c'est aussi finalement... Et vous avez parlé du mouvement de la négritude, mais se penser noir, c'est aussi... on ne peut pas se penser noir sans... En tout cas... depuis la Martinique, sans parler du continent africain. Et dans le livre, on a il y a à beaucoup de moments, à beaucoup d'endroits, on va faire ce lien entre ce qu'on appelle l'Atlantique noir, de Gilroy. Voilà, exactement. Et c'est intéressant parce que dans le livre, on va parler il y a une entrée à la lettre R qui s'appelle Retour en Afrique. Et la question de Retour en Afrique, elle est ancienne. On commence l'entrée en disant que les Africains déportés qui se sont donc fait arracher, déportés à leur terre, que peut-être que la première chose qui occupait leur esprit, c'est de se dire comment je vais revenir. Absolument. Et donc, ceux qui mouraient, qui se faisaient mourir pour retourner sur la terre de leurs ancêtres, bien sûr. Et on remarque que finalement, cette notion de retour en Afrique, en fait, elle est encore présente. Elle est encore présente 150 ans, 200 ans plus tard. Marcus Garvey n'a pas arrêté d'en parler. Exactement. On parle de Marcus Garvey, de la Black Star Line qu'il a créée. On parle également du mouvement Rastafari, les Rastas. Depuis qu'ils ont traversé l'Atlantique de force, c'est une notion qui les a occupés tout le temps. Je ne dirais pas une obsession pour tout le monde. Non, mais on a travaillé à faire qu'une bonne partie de cette population dise mais que tu n'as plus rien à voir avec le continent, alors que tous les autres peuples, et je suis en train de travailler sur un sujet actuellement, et on montre, et ça s'appelle la psychogénéalogie. D'ailleurs, chers téléspectateurs, je viendrai vous en parler avec peut-être Louisito s'il le veut, la psychogénéalogie qui vous montre comment de piétiner vos ancêtres, d'oublier de soi-disant, etc. Comment c'est un sacrilège. Et j'ai toujours dit d'ailleurs que sur nos plantations, il y a des gens qui retournent faire la bombe, la fête, et qui piétinent leurs ancêtres parce qu'on ne sait pas où ils sont enterrés. Et personne n'a envie de dire, cher monsieur, cher propriétaire, cher planteur, cher descendant de... C'est grâce à cela que tu as fait ta richesse, que tu es devenu de ce que de... Excuse-moi. Eh bien, voilà, une petite stèle dans un petit coin. Quand j'arrive sur la plantation, je vais mettre une petite bougie, une petite fleur pour dire à mes ancêtres, je ne sais pas exactement, ou peut-être que je suis en train de marcher sur toi là, mais j'ai un endroit où, très officiellement, je peux honorer mes ancêtres. C'est la moindre des choses qu'on nous doit ici, dans ce pays-là. Et si nous ne le demandons pas, on ne nous le donnera pas. Et c'est nous qui devons savoir. Donc la psychogénéalogie vous explique beaucoup de choses, des sacrilèges que nous commettons, mais vraiment pratiquement tous les jours contre les nôtres, parce que nous n'avons pas le souci d'eux. Et c'est très important de reparler de ce retour-là, ce besoin de retour. Il n'y a pas d'aller virer. D'ailleurs, on est souvent dans ces expressions-là, aller virer. Et c'est souvent avec la France, c'est pas avec l'Afrique. C'est pas avec l'Afrique. Mais voilà, justement, il y a vraiment des gens qui sont dans le aller virer. Il y a un mouvement ici. Mais c'est intéressant, la question de retour, comme je disais, et c'est quelque chose qui est encore constant je veux dire, j'ai parlé, on a parlé de Marcus Garvey, on peut parler des Rastas, qui veulent retourner en Éthiopie, retourner en Afrique, mais on peut aussi parler de l'expérience de la vie de Maryse Condé, qui est aussi un aller-retour entre le continent et la Caraïbe. Enfin, il y a énormément d'exemples, et il y a même un exemple qui est assez intéressant, c'est l'exemple du Libéria, où on a envoyé des anciens personnes qui étaient réduites en esclavage, on les a renvoyés au Libéria en disant on vous renvoie en Afrique, mais c'était déjà plus des Africains parce qu'ils étaient nés, ils avaient grandi dans un système esclavagiste américain, et quand ils arrivent là-bas, ils arrivent avec une notion qui est complètement défaite de ce qui se passe au Libéria à ce moment-là, et il se passe des choses extrêmement graves au Libéria quand ces personnes reviennent. Et donc du coup,
dans l'entrée du retour. Voilà, exactement. Et dans l'entrée retour en Afrique, quand je disais qu'on veut rapporter de la complexité dans le dérangeur, c'est qu'on parle de retour en Afrique et de comment il a été exprimé de différentes façons. Les Rastas, Marcus Garvey, Marie Scondé, etc. Mais on parle aussi des conditions de retour en Afrique qui ont été extrêmement négatives sur les populations africaines qui étaient en place, et que comment le retour en Afrique doit être quelque chose de pensé, comment il doit être quelque chose de conscient, et comment il doit se faire aussi en accord avec les gens qui sont sur place. C'est presque une militance aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a des exemples de retour. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont échoué. Ah, il y en a beaucoup, mais Marie Scondé n'a pas contribué à ce qu'on pense positivement cette condition de retour. Vous voyez, comme des expériences personnelles. Moi, je ne trouve pas. Dans elle a été elle explique de manière honnête son expérience. Elle ne l'enjolive pas. Non, c'est honnête. Oui, mais c'est dernièrement que je l'ai entendu revenir dire que oui, à l'époque, on n'avait pas les outils, etc. Mais au départ, elle a choqué beaucoup. Mais bon, chacun, effectivement, ressent les choses comme il peut. Mais c'est un travail. Si on ne fait pas, on passe pas par l'étape de la socialisation de gens qui vous ont emprisonné, enfermé, instrumenté, etc. Et vous décidez que vous êtes une essence africaine, vous allez effectivement avoir des problèmes. Donc, ce qu'on a à chercher, c'est pas dans la question de l'essence, puisqu'un être humain n'est pas une essence. Un être humain, c'est d'abord un corpus qu'on travaille. Et on le travaille en fonction d'un projet de société. Le projet que les sociétés coloniales avaient pour nos ancêtres ou nos descendants à plusieurs niveaux, eh bien, c'est un projet de main-d'œuvre servile, de déshumanisation, de meubles, instrumentés en meubles, tout ça. Eh bien, ça laisse des traces. Et quand vous dites aux gens, l'Afrique, c'est rien, c'est zéro, c'est nous, les civilisés, qu'est-ce qu'on a fait jouer comme rôle aux Antillais en Afrique, qui ont fait que les Africains nous ont délaissés et continuent dans certains endroits à le faire, parce qu'on a joué aux colons. Mais c'était ça, la socialisation. Donc c'est important, effectivement, que, par exemple, dans une entrée comme celle-là, Africain versus Antillais, eh bien qu'on soit en débat. Parce que les Africains avec qui on a ce genre de débat, ils le comprennent. J'ai même acheté un ouvrage, je suis désolée, je n'ai pas retenu le nom de l'auteur parce qu'il était pour moi très nouveau, mais c'était les Africains et Antillais. Et c'est vraiment une étude où il étudie véritablement de manière un petit peu sociologique les rapports que ces deux groupes entretiennent de la part on va dire, de ceux du continent qui sentent que nous sommes quelque chose d'eux, mais qui n'arrivent pas à le saisir très concrètement parce qu'ils n'arrivent pas à construire avec nous quelque chose qui va... Voilà. Mais aujourd'hui, c'est différent. Mais structurellement, cette construction, enfin, en tout cas dans le livre, on l'évoque aussi, toujours dans l'entrée retour en Afrique, on évoque le fait que le retour, déjà, il faut que, même si on le pense de manière politique comme Marcus Garvey, on le pense de manière religieuse comme les Rastas, on le pense de manière personnelle, spirituelle, voilà, tout à fait, spirituelle pour les Rastas, et qu'on le pense de manière personnelle comme l'a fait Marie Scondé, il faut déjà le penser de manière technique et logistique. Il n'y a pas de vol entre l'Afrique, entre le continent et la Caraïbe. Absolument. Donc déjà, de manière très, très basique et théorique, il faut passer par l'Europe et l'Occident pour arriver en Afrique quand on vient de la Caraïbe. Et ça, déjà, ça prouve bien que la façon de se déplacer est déjà, en fait, le stigmate d'une colonie ou d'un système colonial, en fait. Il faut passer par Paris pour aller à Douala, il faut passer par Paris pour aller à Bamako. Qui sonomètre, exactement. Qui permet, qui autorise. Alors qu'au départ, l'aller s'est fait simple. Il n'y a pas eu besoin d'aller à Paris. Absolument. L'aller, c'était un aller simple. Donc c'est absolument possible. D'ailleurs, Senghor, je crois, avait mandaté un avion qui était parti du Sénégal pour être directement en Martinique quand il avait fait venir Césaire pour la présentation du roi Christophe, je crois, et il avait fait venir des personnes il avait affrété des personnes du CERMAC qui étaient parties danser au festival, je ne sais plus, au Sénégal. Donc ça existe, c'est possible. C'est-à-dire qu'un avion peut partir d'Afrique et aller en Martinique, ou au Trinidad, ou à Cuba, voilà. Mais pour des vacances, il me semble que Serge Billet a fait l'expérience. Il a affrété un avion qui allait... De Côte d'Ivoire. Pour aller à Côte d'Ivoire. Quand il a reçu les Boni, non?
Mais il est allé avec eux quelque part en Côte d'Ivoire. Il me semble que c'était un voyage direct. C'était Guyane, enfin, j'en suis pas sûre, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que on en parle aussi dans l'entrée et retour en Afrique, c'est que il y a aussi du point de vue de l'Afrique, il y a toute cette volonté aussi, on le retrouve au Bénin, on le retrouve en Côte d'Ivoire, cette volonté de dire de ces gouvernements, de ces gouvernements ou des ministères de tourisme, etc. Le Ghana aussi l'a fait, de dire à la diaspora afrodescendante de la Caraïbe des États-Unis, nous sommes là et nous sommes prêts, dans certaines mesures, à vous recevoir. On vous donne des visas. À vous recevoir, à vous inviter à revenir, à vous inviter à vous montrer comment on vit et qui nous sommes et qu'est-ce qui nous lie. Donc il y a aussi le retour en Afrique se fait par une volonté de ceux qui sont issus de l'arrachement, mais aussi une volonté d'accueil de ceux qui sont sur le continent. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Il y a beaucoup de choses à dire et puis il ne faut pas oublier que la 6e région qui est évolue aussi d'après ce que j'ai compris puisque nous sommes le 6e continent, par Kadhafi et puis beaucoup de chefs de l'Union africaine. Que nous avons un droit d'être là avec des visas, des logements mis à disposition, des possibilités d'acquérir de la terre ou des moyens de s'installer et qu'il y a déjà effectivement des communautés caribéennes qui sont installées. Même si c'est vrai, à cause de ces socialisations différenciées, on n'est pas toujours dans quelque chose de très harmonieux. Mais enfin... Il faut le penser en tout cas. Mais en tout cas, il faut le penser dans la vie d'un peuple, le corps joue un rôle très important. Et ce corps-là, quand il porte les traces d'une sorte de communauté, il se reconnaît et il se parle. Donc il n'y a pas que le corps qui se parle, qui parle à d'autres corps qui lui ressemblent plus ou moins. Il y a des difficultés parfois quand ce corps-là n'est pas tout à fait conforme et qu'on dit mais comment? Alors en Afrique on est plus souvent appelé Toubab que voilà. Et c'est souvent parce qu'on sait qu'on vient d'une civilisation dite blanche. Occidentale, bien sûr. Occidentale. Mais en allant, en connaissant notre bagage culturel, notre histoire, c'est ce qu'on veut dire dans l'entrée, c'est qu'on veut aussi complexifier la notion de retour. Le retour, il ne faut pas l'idéaliser, c'est pas un retour idéal, c'est complexe de retourner. Et puis il ne faut pas aller avec son truc là de volcan et dire aux Africains quoi, j'ai un doigt là, j'ai un doigt, je suis. C'est plutôt une discussion. C'est plutôt une discussion. Et que vous avez parlé d'aller virer. En fait, notre peuple martiniquais, et c'est Glissant qui le dit beaucoup dans le discours antillais, il dit que en fait on est un peuple arraché d'un côté et après quand on commence à faire un peu corps avec la Martinique, on nous renvoie avec le Bumidum en France. Donc c'est tout le temps en fait une espèce de c'est tout le temps exactement, c'est tout le temps c'est tout le temps en fait des espèces de ruptures avec la terre ou avec une culture où on nous arrache d'une manière ou d'une autre. Ça peut être, après l'arrachement peut se faire de manière physique, donc on met dans un avion avec le Bumidum, on t'envoie en France, mais il peut se faire aussi autrement, un arrachement peut se faire aussi culturellement. Mais même psychologiquement. Exactement. On ne sait pas qui on est. Regardez le nombre de gens chez nous qui sont atteints de schizophrénie. Je veux dire, on va nous envoyer tous les médecins du monde qu'on voudra. Le problème, il est beaucoup plus fondamental que ça. La schizophrénie, la bipolarité, comme on l'appelle aujourd'hui, quand vous parlez... C'est deux maladies différentes, la bipolarité et la schizophrénie. Non, aujourd'hui, ils l'ont requalifié. Mais je veux dire, oui, parce qu'avant, on parlait bien dessus. Mais aujourd'hui, quand vous parlez avec les gens, même à bâton rompu, il n'y a pas une famille qui n'a pas cette pathologie-là. Et je vous dis ça, ce week-end, hier, c'était dimanche, ce week-end, oui, parce que l'émission passera mercredi, ce week-end, un père a eu son bras sectionné par son fils. Comme ça, il lui a coupé le bras, complètement détaché, l'os, parce qu'il a été pris d'une crise de folie. Enfin, voilà. Donc, c'est très important qu'on comprenne qu'on est atteint de beaucoup de façons. Et puis, il y a une autre chose qui resitue bien ce que vous disiez. Vous avez écrit aussi sur la page de garde, convaincu que l'écriture inclusive, c'est bien inclusive, pose des questions essentielles, mais n'y apporte pas encore de réponses pleinement satisfaisantes, nous avons choisi, pour chaque livre publié,
en accord avec son auteur, son autrice et selon l'avancée des débats en cours, des solutions adaptées au sujet abordé et au public visé. Alors, même si ça ne vient pas de vous, mais je trouve très intéressant cette posture, de cette écriture inclusive et c'est quelque chose que vous avez... On ne l'a pas choisi, mais on voulait quand même dire qu'on y pense et que ça fait partie d'une réflexion qui est plus globale et qui est complexe aussi. Voilà, non, c'était intéressant, je pense aussi de le préciser. Il y a autre chose que vous avez dit que je trouvais intéressant, c'est la question des soirées ou des fêtes qui ont lieu sur les anciennes habitations en Martinique. Il y en a beaucoup. Voilà, et dans Piment, alors on n'a pas traité dans le livre, parce qu'on n'a pas tout traité dans le livre, bien sûr. Mais dans Piment... Mais vous allez en faire d'autres, de lexique. Dans Piment, dans l'émission de radio, on a une séquence qui s'appelle sel et poivre. C'est-à-dire qu'on considère que l'actualité n'est pas assaisonée ou qu'elle est assaisonée de sel et de poivre. Donc c'est littéralement pas de l'assaisonnement. Si vous mettez du sel et du poivre sur une viande, c'est pas l'assaisonnement. Oui, c'est un minimum, mais bon. Mais on n'y est pas encore. Mais c'est épice, c'est épice. Okay. Et dans cette chronique sel et poivre, moi je sais qu'il y avait eu une fête qui avait eu lieu donc sur une habitation. Et moi, comme vous, je disais que c'était pas... Que dans le principe, faire la fête sur un lieu où nos ancêtres ont vécu, ont certainement souffert, etc., ça ne me pose pas de problème dans les faits. Ce qui me pose problème, c'est qu'on le fait à un moment où il n'y a pas de réparation, à un moment où il n'y a pas de recueillement possible, à un moment où ces espaces ne nous appartiennent même pas et n'appartiennent même pas à l'espace public, où ils ont été privatisés. Moi, je trouve que c'est même intéressant d'aller faire un carnaval dans une habitation. C'est peut-être une façon de se reconnecter, c'est peut-être une façon de payer hommage à nos ancêtres ou au lieu, mais dans les conditions actuelles, on ne peut pas imaginer. Et en plus, il faudrait payer pour aller dans un espace qui est privé, qui appartient encore donc aux anciens, aux descendants des colons, pour faire la fête dans un endroit où on ne peut même pas le lendemain aller se recueillir, même en payant. Ça n'a pas de sens en fait. Non, donc en fait, c'est le contexte qui est complètement... La question des réparations est capitale. Voilà, et il y a une entrée dans le livre qui s'appelle Réparation, à la lettre R encore. C'est Retour en Afrique, Réparation, on a parlé des réparations. Mais en fait, tout ça pour dire que c'est un sujet qu'on a traité, on n'a pas tout traité, mais on a eu à parler de cette question-là dans nos émissions de radio. Et je pense que c'est possible, mais pas dans le contexte actuel. Le contexte n'est pas bon, il n'y a rien qui est fait. Il faut tout repenser. Comme vous avez parlé de projet de société, je pense qu'il y a un projet de société à créer, à mettre en place, à penser, avant de commencer à pouvoir, ne serait-ce que se dire qu'on peut faire la fête dans une habitation, par exemple. Vous avez parlé de réparation, je cherchais résilience, parce que vous savez que nous sommes vraiment travaillés pour la résilience. Mais tout ce qui vient en amont et qui installerait notre société dans une sorte de sérénité n'est pas fait. Donc, bien sûr, réparation, pas fait. Mais pourquoi résilience alors ? Vous voyez ? Non, mais nous, on n'a pas parlé de résilience dans le livre. On n'y est pas encore. Non, mais peut-être dans 250 ans, mais du coup, ce sera peu nous qui allons l'écrire alors. Non, mais justement, c'est pour dire à nos amis que justement, dans une société où on refuse la question des réparations, nous sommes travaillés au corps et à l'âme et à l'esprit, enfin, voilà, pour que nous soyons des résilients. Parce que la paix sociale paraît être une valeur essentielle à cette société qui cache tous ces bobos sous le tapis, comme on envoie la poussière sous le tapis, et qui dit, voyez maintenant, tout est beau, tout est propre. Allons-y, vivons ensemble, soyons heureux et ayons beaucoup d'enfants ensemble. Donc nous aurons fini notre histoire de notre conte de fées de cette façon-là. Sauf que ceux qui sont cachés sous le tapis là, ils ont intérêt justement à dire, mais j'étouffe sous le tapis, j'ai d'abord besoin un peu d'air, comme on étouffe sous le masque, un peu d'air. Je veux parler de la table des matières, mais avant, peut-être que Louisito veut s'exprimer. Oui, alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, bien sûr, l'échange, et puis Célia. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce travail a été fait par des jeunes. Oui, c'est ça. Et ça, je crois que c'est aussi valorisant pour la jeunesse. Et ceci permet de dire que nous avons des jeunes responsables, des jeunes qui prennent leurs responsabilités, parce qu'il faut prendre cette responsabilité-là. Alors c'est vrai que nous vivons dans un certain conformisme, on nous oblige à être dans ce conformisme, mais je crois que, et je le dis avec beaucoup de sérieux, nous devons prendre nos responsabilités parce que cette vie dans laquelle nous évoluons démontre très bien ce mécanisme, cette violence symbolique qui nous oppresse et qui nous oriente selon
ceux qui nous gouvernent. Et l'intérêt d'un lexique, c'est ça. C'est qu'il déconstruit. Voilà. Ouais. Et ce que j'ai... Alors, la notion du retour, effectivement, c'est vrai que on est obligé de penser, bien sûr, à ses origines. Nous sommes antillais, mais notre origine, c'est l'Afrique. Je le dis très clairement. Beaucoup de ceux qui vivent autour de nous ne le pensent pas parce que, par rapport, bien sûr, on en parle, à la couleur de la peau, par rapport aussi à cette vie dans laquelle il évolue. Mais le retour, on y pense parce que quand on analyse sociologiquement cette société dans laquelle nous évoluons, cette société énervée, cette socialité énervée, on a envie d'apprendre, on a envie de sortir de ce ronronnement dans lequel nous sommes pour pouvoir mieux comprendre la situation qui nous a emmenés là. Et aussi nous dire, mais comment réagir par rapport, bien sûr, à ces souffrances que nous subissons et qui sont quasiment permanentes, même si, pour ne pas me répéter, nous sommes dans ce confort, un confort totalement artificiel. Et il est totalement artificiel, et ce qui me plaît, c'est que ce retour, effectivement, nos frères africains n'ont pas là, je dirais, les mêmes conditions aussi de vie, pour la plupart, mais nous savons très bien que il faut respecter l'autre et que quand on revient dans le pays, eh bien, on s'adapte. Et puis on évolue, puis on apporte aussi, et c'est un échange, quoi. C'est un échange et on construit ensemble. Mais ce retour aussi, il est lié surtout à, je dirais, à ce côté où je crois que nous devons nous dire, nous Antillais, surtout Antillais, et que nous ne sommes pas le nombril du monde et que nous ne possédons pas tout, mais que nous devons apprendre avec nos frères africains qui nous apportent beaucoup. Et puis on voit très bien, je prends le cas du Covid actuellement, on sent un petit peu, on en parle là, on voit très bien que la culture africaine a permis à ces peuples de bien lutter contre... Et qu'elle nous a donné ses ressources, puisque absolument. Chez nous aussi, les gens utilisent beaucoup ce qu'on appelle les remèdes racines. Alors, ce sur quoi Louisito met l'accent, qui me paraît important, c'est avoir pensé à un lexique, à des jeunes à qui on impose le sens de la vie, la manière de concevoir les choses. Voilà qu'ils ont dans l'idée de déconstruire peut-être. C'est ça. Ou d'évoluer, faire évoluer le sens de ce qui était donné, qui était un acquis ou des formes d'acquis. Un lexique, a toujours l'ambition de faire réfléchir sur le sens qui est donné et qui est accepté de manière générale. Donc là, on est dans la fabrication d'un outil qui est très, très spécifique aux sciences sociales, d'un outil qui propose de regarder le sens qui est donné dans nos sociétés, dans l'opinion publique, dans les idées qui ont cours dans des contextes ou dans d'autres, de regarder le sens qu'on donnait à ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on propose autre chose? Ou est-ce que, en disant que les choses, parce que Célia répète sans arrêt, on cherche de la complexité. Qu'est-ce qui explique ce besoin-là? C'est vraiment ce que Louisito vient de dire. On sort, on est dans un cocon, c'est maigre, il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, on est des sortes de personnalités réduites, on sent qu'on manque d'envergure, etc. Et puis tout d'un coup, vous parlez de complexité. On est dans peut-être des ponts qu'on est en train de se jeter de manière sans le savoir, mais comme c'est notre jeunesse aujourd'hui qui nous dit, voilà, on a réfléchi à de la complexité, qui était la préoccupation de Louisito trouve un écho dans ça. Et c'est ça qu'on doit apprendre à s'écouter, parce que l'expérience des jeunes, qui n'est pas forcément la nôtre,
quand on est cosmopolite, c'est vrai qu'on peut entrer dans ça plus facilement, mais beaucoup de nos gens qui ont vécu sur place n'ont pas cette expérience de la fraternité entre peuples noirs que vous avez. Les jeunes, ils se retrouvent entre Noirs de France et puis ils se rencontrent, ils se parlent. Il y a les petits maghrébins aussi parfois qui s'ajoutent à ça, ou bien les petits venus de toutes les anciennes colonies, et c'est incroyable. Ils trouvent des passerelles, une manière de chanter ensemble, de se parler, et puis de remuer tout ça. Absolument. Comme un shaker, on remue tout ça et ça crée une manière différente d'être au monde et de revenir au pays quand on décide d'y revenir et d'y laisser sa marque ou bien d'y apporter ses réflexions. Donc le lexique, c'est quelque chose qui va irriguer. Ouais. Et quand je regarde votre table des matières, vous avez donc effectivement utilisé peut-être pas toutes les lettres de l'alphabet, puisque je vois A, B, C, D, E, F, M, N, O, Q, R, T, V, W, Z. Ouais. Ça se termine par zo et ça commence par abolition. C'est pas mal. Voilà. Donc vous n'avez pas exploré, ou bien vous n'avez pas eu la prétention de travailler sur tout ce qui est... D'abord, il y en a tellement, mais vous avez choisi des thèmes, des thématiques probablement qui nous parlent. Parce qu'il y a noir, il y a béquet, il y a peut-être... non, mais pas de... Voilà. Il y a en tout cas, il y a racisé, regard blanc, il y a des choses, retour en Afrique, comme vous le disiez, Rosa Parks, même si elle n'est pas la première à s'être levée, Bumidum, on voit que vous avez de grandes préoccupations qui ont marqué de grandes difficultés dans nos vies et de grandes ruptures. Voilà, donc on sent probablement que vos choix ont été faits à partir de ce que vous avez exploré dans l'émission, comme vous l'aviez dit. Oui, exactement. Alors, dites-nous maintenant, vous avez essayé d'expliquer, donc avant de passer au lexique, vous avez un avant-propos qui est aussi très riche. Oui. Alors, je sais pas. Il y a une chose que je voulais dire sur le lexique, justement, quand vous disiez que dans les sciences sociales, le lexique a une fonction. Ah oui, très important. On a choisi aussi le lexique d'une... En fait, on a choisi le lexique parce que l'idée, c'était pas de faire un essai, mais c'était aussi de faire quelque chose, un objet particulier. On pouvait lire sans ordre et on pouvait nous-mêmes pouvoir définir des termes. Et en fait, celui qui définit, c'est celui qui prend le pouvoir. Voilà, absolument. Définir, c'est prendre le pouvoir de l'histoire, prendre le pouvoir des mots. Et en choisissant le lexique, on prend aussi ce pouvoir, on se l'octroie, et on décide nous-mêmes de faire une critique, de faire une observation, de mettre... de choisir le débat sur un angle qui n'avait peut-être pas encore été abordé, et de nous choisir d'être dans une action en fait, de faire ce que nous, comme nous le voyons. Et aussi, en disant ça, il faut aussi rappeler qu'on a travaillé et qu'on a beaucoup sourcé notre ouvrage. On s'inspire d'écrits, on s'inspire de mouvements qui ont été faits avant, on va critiquer ce qui a déjà été fait ou l'utiliser pour appuyer une réflexion, par exemple. Voilà. D'accord. Non, mais tout ça, c'est important, parce que quand je parlais du sens, c'est ce que je dis. C'est celui qui donne le sens, qui oriente la vie, la pensée, etc. Exact. Et là, vous entrez... alors... Moi, j'ai pas trop envie d'insister sur le fait que vous êtes jeune, parce que j'ai toujours dit que la société vous appartient aussi et que vous devez avoir les moyens, vous donner le pouvoir d'influer sur son orientation. Là, vous le prenez, c'est très important, vous redéfinissez des choses et nous avons donc à nous intéresser à votre façon de regarder... pourquoi nos jeunes... il y a une partie de notre jeunesse importante qui dit c'est la société peut-être qui se répercute en eux. Oui, esclavage, il faut en finir, allons avancer, c'est un bourrelet, ça nous prend dans les pattes, et puis, etc. Pourquoi des jeunes à qui on a à transmettre en héritage une histoire, quelle qu'elle soit, douloureuse ou pas, pourquoi des jeunes éprouvent le besoin de dire « Ah, l'esclavage, il y en a marre, on en parle de trop, etc. » Et quand vous regardez dans notre société, à part mentionner peut-être le fait de l'esclavage, personne n'expose la véritable situation
qui a été celle de l'esclavage. Quand c'est juste le mot, les gamins sont conditionnés pour ne pas l'entendre. C'est juste le mot. Mais quand vous leur demandez du contenu, ils n'en ont pas. Parce que notre société n'en donne pas beaucoup, sauf entre spécialistes. Il y a un tas de fonctionnements comme ça. C'est pour ça que travailler sur les mots, ce ne sont pas que des mots, ce sont des concepts, ce sont des notions. Vous travaillez sur une pensée de la réalité. Donc c'est très important parce que chez nous, il y a beaucoup de mots, de choses de notre vécu qui sont attrapés comme ça à la volée. Et puis on dit, ah mais ça on en parle beaucoup tout le temps. Et en réalité, rien n'est traité. En termes de contenu, rien n'est traité. Donc on a besoin d'ailleurs, dans les cours que je dispense, la première chose que je fais, mon premier cours, je viens avec une série de lexiques, de dictionnaires, sciences sociales, et je dis aux gens, quand vous travaillez dans ces domaines-là, vous n'êtes plus dans un dictionnaire de sens commun. Vous êtes dans quelque chose qui redéfinit les concepts, la réalité, et qui vous demande de travailler à partir des descriptions, des définitions qu'on vous donne pour ces domaines-là. Donc c'est très important que nous, ce que nous donne donc notre jeunesse là aujourd'hui, c'est réfléchir sur un certain nombre alors, mais la question de l'esclavage que vous précisez tout à l'heure, elle est intéressante. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur l'esclavage, beaucoup de choses qui ont été écrites sur la condition des esclaves, beaucoup de choses qui ont été écrites sur la société post-esclavagiste. En fait, des auteurs, on en a plein. Même notre façon de vivre est encore d'une certaine façon liée à ce passé horrible et terrifiant. Et pourtant, on arrive encore à dire oui, on en a fini, etc. Parce que simplement, ceux qui écrivent et qui définissent les urgences ou les priorités historiques, c'est pas nous, en fait. Les priorités historiques sont définies ailleurs. Exactement. Et dans le livre, dans le Dérangeur, tout le temps, on revient à venir choisir ce qui nous intéresse, c'est ce qui définit nous, ce qui est important pour nous. Et c'est pour ça que le livre commence par abolition. Moi, la question d'abolition, avec l'équipe, on en a parlé tout le temps. Je dis, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que... Qu'est-ce qu'on célèbre quand on célèbre l'abolition de l'esclavage ? On célèbre une abolition, certes, mais on va pas célébrer le soulèvement réussi des esclaves. On va pas. Combien de récits est-ce qu'on en a ? Il y a Monsieur Pagot, Jacques a bien bossé, merci à lui. Mais on va pas soulever la question qu'est-ce qu'une insurrection d'esclaves ? Combien il y en a eu ? Et moi, je sais que souvent. Bon, après, j'ai un peu honte de le dire, mais je sais qu'au fond de moi, il y a longtemps, je pensais les esclaves un peu passifs. Parce que je n'avais aucune possibilité de les penser autrement. En fait, ils n'ont jamais été passifs. Ils ont toujours été actifs. Absolument. Mais si moi je le pense, peut-être qu'on est peut-être nombreux à le penser. Je ne sais pas, je dis ça naïvement. Et donc, du coup, après, il m'a fallu lire et nourrir ma pensée pour savoir que c'était complètement débile et que c'est faux. Ils n'ont jamais été dans la passivité. Ça a toujours été de la résistance. Il y a eu aussi des traîtres. Il y a eu aussi ceux qui... Comme il y en a dans tous les faits historiques, il y a des gens qui trahissent en fait leurs conditions humaines. Et dans toutes les races, voilà. Absolument. Mais du coup, ça amène de la complexité, du coup. C'est plus de la passivité, il y a de l'action, il y a de la résistance, et donc en fait, penser la traite, ou en tout cas l'esclavage en Martinique comme quelque chose d'extrêmement complexe, c'est plus intéressant. Et donc du coup, dans la lettre A, dans l'abolition, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on célèbre les insurrections ? Et même quand on célèbre l'abolition, finalement on se rend compte qu'on célèbre beaucoup Schellcher. En tout cas la figure de Schellcher, ou une figure, alors ce n'est pas Schellcher parce qu'il y en a qui vont dire... Ce que nos jeunes ont interrogé dernièrement. Exactement, il y en a qui vont dire oui, mais on n'a pas toujours célébré Schellcher, il y a plein de choses, oui, mais... La pensée collective. Parce que ce que font les intellectuels qui est accessible et de dire oui, on a fait on a des faits historiques, on a des lieux qui célèbrent autre chose que le Schellcherisme. Ok, c'est peut-être vrai, mais qu'est-ce qui reste dans la pensée collective ? Et dans l'espace social, voilà. La pensée collective, pour l'instant, il y a encore cette image forte de Schellcher, et on la questionne aussi dans le livre. Pourquoi à quoi il sert ? Il sert à continuer à penser la République française. Et vous voyez, ce sont des jeunes qui l'ont interrogé, exactement. Cette figure-là. Et qui déplaît beaucoup à notre société. Voilà, mais ils le pensaient de manière violente. Et comme la violence, on parle de la violence dans le livre aussi. Non, et je ne mets pas de mots de violence. Moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve que le mot violent, c'est intéressant.
je peux la critiquer, je peux même la définir, mais ce que je veux dire simplement, c'est que quand ils la pensent, quand ils viennent donc questionner finalement le Schellcherisme ou l'image, la figure de Schellcher, c'est intéressant, et moi je pense que ça vient plus largement réfléchir en fait quelle est la notion d'abolition, la notion d'esclavage, comment elle est dite, comment elle est pensée, comment elle est racontée, comment il faut la déconstruire ou comment il faut qu'on la complexifie. Je pense qu'il y a des intellectuels qui le font, mais entre les discussions d'intellectuels, bon ok cool, mais qu'est-ce qu'il reste dans la pensée collective? Et la pensée collective, elle fonctionne en parallèle du travail des intellectuels et parfois ils s'en rendent compte jamais. On a ce problème-là, c'est que ce que nous produisons est plus destiné à la mère patrie qu'à notre société. Et la pensée chez nous, elle n'évolue pas vite parce que il n'y a pas un vrai intérêt de la part de nos intellectuels, et je le dis sans méchanceté, parce que non, ce sont des traditions. Mais je pense qu'il faut aussi... Une fois que vous êtes dans ce corps-là, le corps universitaire, on vous demande de produire pour votre carrière, d'écrire, de publier dans telle et telle revue. Et les gens sont dans cette perspective-là. Ils ne pensent pas qu'ils peuvent influer sur la société. Or, à mon avis, la nouvelle génération d'intellectuels que nous formons, c'est de nous occuper de nos sociétés, parce que nous ne sommes pas des sociétés développées, occidentales, machin, comme les autres. Mais nos intellectuels ont besoin d'avoir cette réflexion-là. Pas de laisser dans les placards ou de faire bien dans les bibliothèques des autres des articles qu'ils ont publiés et qui ne servent pas. Alors, mais pour rebondir sur ce que vous dites, oui, je crois qu'il y a besoin que nos jeunes disent. Alors, je ne sais pas s'il faut appliquer ici l'étiquette de violent, mais moi, ce que les jeunes m'ont expliqué dans l'une de mes émissions, après avoir déposé les statuts de Schellcher, c'est qu'il y a très longtemps qu'ils sont dans cette demande-là et qu'ils ne sont pas entendus. Et notre société n'est pas, de ce côté-là, irréprochable. Hein. Elle n'entend que quand on frappe très fort du poing sur la table. Et ça, c'est une caractéristique aussi de la société française, la culture française. Donc on a ça, plus chez nous, augmenté de toutes nos problématiques. Mais ce que je crois, c'est que effectivement, avoir le sentiment qu'il y a une mainmise sur la pensée, parce que c'est de cela qu'il est question, et puisqu'on a vu la réaction de toute une société bien pensante à l'avènement des dépôts de statuts, on a vu des réactions incroyables qu'on n'aurait pas soupçonnées. Et les jeunes, j'allais presque dire, ils se sont peut-être pas attendus à autant de violence. Et puis à des stigmatisations, pour moi, tellement vieillottes, surannées et injustes, de racisme, je ne sais pas bien ce qui arrive à notre élite, mais parfois je suis préoccupée quand j'entends certaines analyses. Eh bien, ces jeunes-là, et c'est pour cela que je dis, la société change, elle évolue. Les adultes, entre guillemets, ou ceux qui pensent que la société leur appartient, ne seront plus seuls à dire le sens, à donner le sens, parce que on avait confiné notre jeunesse dans un recoin, on l'avait reléguée. Mais aujourd'hui, elle dit: je suis acteur dans ma société, et j'ai le droit au niveau de la pensée aussi, la façon dont on regarde les choses, j'ai le droit aussi de dire que j'adhère ou que je n'adhère pas. Et notre société n'a pas permis ça à notre jeunesse. Mais moi je partage ce que vous dites, mais moi je pense que c'est important. Je n'utilise pas le mot violence comme un mot pour venir stigmatiser ou mettre une étiquette, parce que je ne pense pas que la violence est toujours mauvaise déjà, parce que pour déchouquer une statue, il faut de la force, et c'est violent en fait. C'est violent même pour celui qui regarde. Une violence symbolique en fait. Exactement. En fait, c'est pour ça que je dis que moi je trouve que c'est extrêmement surtout pour nous, même pour moi qui suis finalement au courant des choses, mais voir la statue de Schellcher que j'ai toujours vu toute mon enfance, toute ma vie, debout là sur la place de l'ancien palais de justice, se faire arracher, c'est hyper violent comme scène. Mais je dis pas que c'est une violence malsaine, c'est une violence libératrice. C'est une violence extrêmement libératrice.
Et c'est souvent nos sociétés, et on a dans le livre, à la lettre C, on a parlé du mot colère, et à la lettre E, on parle du mot, on définit le mot émeute. Et je trouve que c'est deux entrées du livre qui vont ensemble, et qui viennent aussi décrire ce qu'on fait, le groupe d'activistes martiniquais. On ne va pas les appeler les jeunes, parce que les jeunes, ça, moi j'aime bien le mot activiste, parce que l'activiste, c'est des gens qui sont dans l'action, qui pensent l'action, et donc du coup, j'aime bien la notion d'activiste. Mais c'est pas bien vu de tout le monde. Enfin, il faut expliquer. Ouais, il faut être un activiste ou un militant, mais c'est, voilà, je trouve que ça fait partie, je trouve que c'est des mots qui sont intéressants. Bon, après, on peut aussi dire jeune, bon, allez, pourquoi pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans le lexique, le dérangeur, on vient parler aussi de la colère. En quoi la colère, pourquoi les jeunes, les activistes qui font ça sont en colère. Ils disent non. Ils viennent. Non, ils disent ça suffit, on est prévenus. Voilà, ils disent non, ça suffit. Ouais. Et ils disent l'espace public nous appartient aussi. Et on décide d'en faire ce qu'on veut parce que de toute façon, on n'a pas de réponse en face. Ouais. Et c'est quand ils font ça qu'on les entend et qu'on les écoute. Donc c'est quand même, voilà. Donc c'est quand même assez incroyable qu'on a des gens qui ont bouché qui ont saisi, enfin je sais pas le bon mot, des centres commerciaux appartenant à des personnes qui sont responsables dans l'empoisonnement au chlordécone. Elles font ça pendant des semaines où on les voit à peine, et il faut que ce soit la statue de Shelchia qui fait qu'on les écoute, et finalement on dit il y a peut-être quelque chose il y a quand même peut-être quelque chose, une substance. Ben oui, en fait il y a une substance, et ils n'ont pas besoin d'être des intellectuels pour qu'on écoute la substance. À partir du moment où on est martiniquais et qu'on décide de se saisir de l'espace public d'une manière ou d'une autre, on mérite d'être écouté, et je pense que c'était... Et ils ne sont pas intellectuels, les intellectuels peut-être. Oui, mais en fait, je pense que c'est même pas utile de l'être. C'est pas utile de l'être. Ils ont une intelligence. Et c'est plutôt aux intellectuels de venir expliquer ce qui se passe et de venir apporter de la complexité ou pas. Les intellectuels ont jugé, ils étaient dans le jugement. Plutôt pas dans la compréhension. Tous. Il y en a qui étaient dans l'observation. Ouais. Mais bon, globalement, c'est vrai que c'était bizarre. Non, mais puisque vous parlez de chlordécone... il y a une entrée qui s'appelle chlordécone dans le livre. On est dedans. Vous voulez nous dire ce que vous en avez raconté, enfin... je vais vous dire simplement, je voulais quand même terminer sur la colère et émeute, c'est que souvent on dit que la colère, quand quelqu'un est en colère, on va lui dire mais non, mais calme-toi, tu ne dois pas être en colère. Quand il y a des populations qui se soulèvent, Césaire disait que la Martinique est un peu volcan, donc à un moment on se soulève, on bouillonne et puis boum, ça explose. Et quand on explose, mais non, mais n'explosez pas, enfin, il faut toujours canaliser la colère. Non, la colère déjà, elle sert de témoin. Parce que sinon on va dire que vous avez aimé ça en fait. Donc et c'est Zora Neale Hurston, enfin c'est une auteure américaine qui le disait, c'est pas de moi, mais la colère sert de témoignage. Elle n'est pas toujours transformative, elle va pas toujours servir à changer la société, mais elle peut juste être là pour témoigner, de dire c'est bon, là ça suffit en fait. Tous les ouvrages de psychanalystes ou de personnes qui travaillent sur l'enfance vous disent que empêcher l'enfant de vivre sa colère, c'est le détruire. Et nous sommes dans des peuples où on nous étouffe beaucoup, dans des sociétés où on nous étouffe beaucoup et où on nous empêche de faire nos colères. Eh bien, le débouché naturel, c'est la psychiatrie. Vous voyez, nos hôpitaux débordent de malades mentaux parce qu'il ne faut pas dire, il ne faut pas parler, il ne faut pas exprimer sa colère. Ben, elle sort par où cette colère-là? Eh bien, prenez n'importe quel ouvrage consacré à la construction de l'enfant, ce qu'on va considérer dans une relative normalité, vous verrez que la colère a une place très importante. Ne pas permettre à l'enfant de vivre sa colère à un être humain, c'est le détruire. Donc les jeunes ou les autres vivent leur colère, ça fait partie du processus. Alors, pourquoi notre société a tellement peur de la colère? C'est peut-être parce qu'elle sécrète tellement d'injustice, elle demande tellement à côté de ça qu'on soit résilient, qu'elle veut absolument étouffer par tous les pores ce qu'elle produit elle-même, frustration, colère, méchanceté, insatisfaction, etc. Et puis à côté de ça, on passe une couche de résilience là-dessus et on dit voilà, la société est pacifiée, elle est bonne, et puis on enferme tous ceux qui ne savent pas trouver d'issue, on les enferme dans nos hôpitaux psy, puis après on va trouver que c'est normal. La société, oui, ils sont faibles, ils ont une faiblesse naturelle, c'est pour ça qu'ils deviennent aujourd'hui bipolaires ou comme vous voulez, schizophrènes, alors que c'est la violence de la société aussi qui fait qu'ils sont dans un état de destruction interne. C'est vraiment comme un corps qui se comment on dit ça, qui a des failles, qui se brise en l'individu, qui n'a plus aucun repère
et donc qui est livré donc à ce qu'on va appeler entre chez nous de manière peut-être un peu rapide de la folie. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose, sinon, comme on est en plein débat sur le chlordécone, ça serait bien qu'elle nous dise... On a fait, c'était évident à partir du moment où on a, je pense, c'est un débat qui est ancien, la question plus globalement des terres, de l'écologie, de la santé des communautés noires en général, et si on se focus sur la Martinique et la Guadeloupe, la question du chlordécone, elle est centrale et fondamentale, elle est actuelle et elle est ancienne à la fois. C'est assez fou qu'on voit naître en Martinique plein de petits magasins bio, alors que les terres sont empoisonnées, c'est quand même bizarre, enfin, ça va ensemble, c'est des parallèles et ils ne se rencontrent pas. Mais en tout cas, on a déjà voulu faire une photographie de la situation du chlordécone et montrer que les terres polluées de Martinique, de Guadeloupe ne sont pas des situations anodines là comme ça sorties de nulle part. Le chlordécone a été utilisé aux États-Unis, il a été testé au Cameroun, il a été testé au Côte d'Ivoire, il est encore utilisé sur les continents, dans des pays du continent africain. Et on attend encore en Martinique, donc le sujet a été longtemps traité par des associations écologistes anciennes déjà, aujourd'hui pris en compte par des activistes militants plus ou moins jeunes, etc. On voit bien que la question du chlordécone occupe toutes les organisations politiques, sociales martiniquaises depuis des années et qu'elle n'est toujours pas réglée. Et donc c'est ce dont on parle dans l'entrée. Alors c'est une entrée assez particulière parce qu'elle est en deux parties. La première partie, on dit en gros, est-ce que vous accepteriez de vivre dans un pays où vous savez que vous avez, je ne sais pas combien de chances de tomber malade ou d'être empoisonné par un produit. Parce que c'est ça l'effet. C'est ça l'effet. L'effet, c'est que les terres sont empoisonnées, sauf qu'on a des chances d'être empoisonnés par les terres, etc. Et on l'est. Et il y a un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on dit dans cette entrée, moi j'aime bien, je vais vous lire une partie, les effets de la contamination sont connus, les Martiniquais et les Guadeloupéens sont empoisonnés et condamnés à vivre sur des terres malades et à boire et à manger des produits dont ils savent qu'ils les tueront tôt ou tard. En attendant que les responsables soient reconnus et condamnés, que le principe du pollueur-payeur soit appliqué et que le test visant à connaître le taux de chlordécone dans le sang soit remboursé par la Sécurité sociale, puisque ce n'est toujours pas le cas, il ne reste plus aux Martiniquais et aux Guadeloupéens qu'à sortir 140 € nécessaires pour réaliser ce test dont ils connaissent déjà le résultat. C'est ça. Voilà. C'est triste, mais on ne pouvait pas ne pas parler dans ce lexique en voie de décolonisation, de la notion de la terre aussi, et de nos corps, et du fait qu'on n'est pas sain. C'est-à-dire qu'en plus d'être dans un système qui nous boit, un système de domination, il y a aussi... C'est parce que la Martinique est dominée et parce que les Martiniquais n'ont pas le choix, ils ne décident pas que les terres sont empoisonnées. C'est parce que les Martiniquais sont des commodités et des outils qu'on peut se débarrasser, dont la vie n'a pas de valeur, qu'on peut les empoisonner. Et c'est parce qu'ils n'ont toujours pas de valeur qu'on continue à les empoisonner et qu'on ne les compense pas. Mais vous dites qu'il faut identifier l'origine. Absolument. Ben voilà. Et bien chez nous, on a l'impression que c'est tombé du ciel, qu'il n'y a pas de responsable. Et puis les gens qui viennent dire oui, le chlordécone, ce sont eux qui sont en procès. C'est assez hallucinant. Oui. Mais c'est très, très important que vous disiez, que vous fassiez. Donc vous, jeunes qui regardiez ces problématiques, il y a une autre chose que je trouvais très importante. Vous avez parlé du bimidum et on a de grands débats sur ça. Comment un jeune se représente, ou un activiste si vous préférez, se représente cette problématique-là? De quoi? Du bimidum? Du bimidum. Ah, je sais pas, je pourrais pas parler à leur place. Moi, je sais que le Mais vous l'avez traité comment? Parce que alors, on l'a traité de façon assez spécifique. On l'a traité déjà du point de vue de son existence. Il a existé à un moment donné, le bimidum en Martinique. Et en Guadeloupe. Et en parmi, fait, parmi vous, dans la diaspora, il y a des enfants bimidum. Alors, ben oui, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'était d'expliquer comment... En fait, la question est simple. Comment on explique la présence de Martiniquais, de Guadeloupéens, de Guyanais en France? Voilà. C'est simple. C'est ça. Comment on explique leur présence? Leur présence s'explique parce qu'à un moment donné, on a mis en place un bureau d'immigration et que ce bureau d'immigration avait pour but de prendre des populations dans la Caraïbe francophone française, entre guillemets, et de les déplacer, parce que quand on utilise déporter, c'est un vrai branle-bas de combat, donc on va dire déplacer, même si je pense qu'à terme, le mot déporter pourrait très bien être utilisé, mais je le mettrai entre guillemets parce que du coup, c'est encore un autre débat, mais je pense que c'est un débat qu'on pourrait avoir à un moment, il faudrait peut-être l'avoir. Mais en tout cas, ces populations étaient déplacées
pour des raisons. Alors, officiellement, c'était parce qu'il fallait enrayer la malnutrition et la famine et la misère dans ces régions. Mais on sait aussi qu'à ce moment-là, il y avait aussi de forts groupes politiques qui avaient des revendications et qui voulaient prendre le pouvoir et sur le destin et l'avenir des Martiniquais à ce moment-là, qui est un avenir qui est extrêmement misérable. C'est une situation post-esclavagiste. Il n'y a plus rien. L'économie de la canne est morte. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se construit? Plutôt que de répondre et d'avoir un projet de société, ben en fait, l'ancien colon, l'ancien dominant est devenu une république libératrice en plus, puisqu'il nous a libérés. Entre guillemets, bien sûr, je rigole, c'est ironique. Il faut rigoler. Et donc, du coup, ben, parce qu'elle est très salvatrice et qu'elle veut le bien pour son peuple, elle va donc l'aider, et non pas l'aider sur place, mais elle va l'amener vers la sortie, vers le nouveau monde, le monde de la libération. Donc c'est l'Occident, la France. Et finalement, ces populations ne sont débouchés naturels de nos populations. Voilà. Oui. Et ces populations ne sont que ce qu'elles sont. Elles sont traitées là-bas exactement de la même manière qu'elles sont traitées sur place, mal. Voilà. Comme des immigrés. Exactement. Et le Bumidum, on essaye aussi. Les immigrés du Sud. Exactement. D'Afrique. Et on parle aussi de la génération Windwatch, parce que cette notion de Bumidum, elle a aussi été utilisée par les États, par les gouvernements anglais. Ils ont déplacé des Trinidadiens, des Jamaïcains vers l'Angleterre. Et voilà, il y a eu des émeutes en anglais, à Londres aussi. Le carnaval de Londres existe aussi de ça. Il y a plein de choses. Historiquement, l'arrivée des Caribéens anglophones et francophones arrive aussi à peu près, plus ou moins, dans la même dynamique en fait. Donc on parle de ça, on fait le parallèle entre ce qui s'est passé ailleurs, on parle de l'existence et de la présence des Guadeloupéens, ou en tout cas des Caribéens francophones, des Antillais comme on dit, moi j'aime pas trop ce mot, mais des Antillais en France métropolitaine, on peut le dire, parce que de toute façon c'était des colonies, donc en fait c'est pas très grave de dire France. On parle de l'Hexagone. Donc en France métropolitaine, et finalement on vient questionner la présence de ces Caribéens francophones, et on vient aussi d'une certaine mesure parler en fait de l'arrachement en fait, parce que dans cette entrée Bumidum, on parle tout le temps de la notion d'arrachement, tout le temps. Pourquoi on arrache des populations, pourquoi on les amène là-bas, pourquoi un Martiniquais sur deux est déjà parti en France, bien sûr, pourquoi un tiers des Martiniquais s'installent en France, pourquoi c'est toujours nécessaire de ne pas vivre chez soi, pourquoi moi j'habite en France et pas en Martinique. Et vous parliez déjà on parle de ça en fait depuis le début de l'émission, vous parliez d'arrachement, et là on est vraiment dans quelque chose de très concret. Exactement. Enfin, je vais essayer de vous trouver un passage que j'aime bien, parce que pendant que vous cherchez, est-ce que Louisito veut dire Oui, c'est vrai que le problème du chlordécone est très important. Et puis, je crois que les jeunes s'y intéressent, effectivement. Et, mais je pense aussi, peut-être que mon analyse va choquer, mais je crois qu'il y a un manque de responsabilité de nos hommes politiques à la Martinique, très clairement sur ce problème-là, parce que depuis les années 70, on ne produisait plus le chlordécone là-bas, aux États-Unis, arrêté. Donc je crois que si il y a eu autant chlordécone pesticides utilisés à la Martinique, c'est parce que les hommes politiques martiniquais n'ont pas pris leurs responsabilités. Et puis, on travaillait de concert, je dirais en complicité, avec ceux qui organisent l'économie martiniquaise. Parce que c'est très clair, quand on regarde l'extension de l'épandage aérien, etc., c'est pas normal. Bon, je ne veux pas entrer dans trop de détails à ce sujet, mais je crois que c'est un manque de responsabilité de certains hommes politiques martiniquais. Alors, voilà, donc nos jeunes, dans leur lexique, vous avez vu, chers amis, on parle un peu comme ça, mais ce sont des thèmes, des thématiques qui ont été traités et qui vous donnent pas seulement une définition circonscrite, ils vous proposent une analyse de leur façon de voir, en tout cas de traiter et même d'ouvrir, au lieu de nous garder dans nos petites sphères très très privées ou très circonscrites culturellement ou géographiquement, voilà. Et ce qui est intéressant qu'on sent, c'est que il y a une vision en fait qui est transversale, qui est propre au peuple noir, même si on va retrouver par exemple des choses très spécifiques à la Martinique, comme béquet, comme chlordécone,
parce que nous, on en parle beaucoup, mais c'est Guadeloupe aussi est impliquée. Et puis, il y a des choses donc, qui restent plus larges. Mais bon, moi, je vous écoute parce que notre émission est déjà presque en train de se terminer. Je vous écoute tous les deux, mais je m'intéressais au fait que dans votre avant-propos, vous ayez pris le temps de définir le mot race. Ça vous paraissait être une priorité? Ben oui, on a défini le racisme, on a défini le mot race, on a aussi une entrée qui s'appelle racisé, c'est quand même un continuum dans quand on écrit en tant qu'afro-descendant, quand on écrit en tant que noir, quand on écrit appartenant aux communautés noires de France, on doit, et vous l'avez dit, même si on peut se construire autrement, on peut se construire comme un être culturel, on peut se construire comme un être qui ne pense pas, entre guillemets, sa condition, mais quand on se confronte à la société, on est aussi, et on est souvent perçu au travers en fait de la race, et c'est une race sociale, hein. Je parle pas d'une race humaine, je parle d'une race sociale. Et la race, elle intervient, elle définit qui on est, elle va avoir un impact direct sur notre accès aux soins, notre accès au logement, notre accès à la sécurité, au même titre que le fait d'être une femme aussi donne accès ou pas à des espaces. Donc c'est extrêmement important dans le dérangeur de venir définir le mot race, et de venir aussi dire que la définition qui existe dans le dictionnaire classique n'est pas suffisante, n'est pas du tout complexifiée, n'est pas du tout sourcée, et nous on a utilisé cette définition, on est venu apporter plus de complexité et plus d'éléments, et finalement on a un avant-propos qui fait je sais pas combien de pages, mais il est long, parce que finalement on considère qu'il y a énormément de choses à dire, et on parle aussi de Kwame Touré, de Stokely Carmichael, pour venir décrire aussi cette définition. Oui, j'ai vu ça. Donc finalement, comme je dis, à chaque fois, on vient chercher ce qui a déjà été fait. On est héritier d'une pensée dont on se saisit et qu'on va aussi nous tricoter à notre façon, mais on vient tout le temps s'inspirer de ce qui a déjà été fait pour venir définir. Et voilà, il y a une entrée qui est assez intéressante parce que j'en parle tout le temps avec ma famille en voiture dernièrement. À la lettre A, il y a une entrée du livre qui s'appelle Anti-blanc. Oui, j'ai vu Regard blanc aussi. Oui, alors il y a Regard blanc, mais il y a une entrée qui s'appelle Anti-blanc. Dans la question anti-blanc, c'est le racisme anti-blanc. En fait, parce qu'on parle de racisme anti-blanc, qui n'existe pas. Voilà. Parce que si on parle de racisme, en fait, le truc qui se passe, c'est qu'on confond souvent des attaques interpersonnelles. Par exemple, si je roule dans ma voiture sur la rocade et que je dis à un blanc Zorella Tirichula, excusez-moi pour les auditeurs, ce n'est pas du racisme anti-blanc, c'est une insulte. C'est une insulte que j'attribue au fait qu'il soit une personne blanche, mais ce n'est pas du racisme, parce que le racisme, c'est une question de domination, c'est un système en fait. Et puis qui est institué par les Occidentaux quand même. C'est un système. Quand je dis ça à ce monsieur, il ne va pas avoir de mal à trouver un appartement ni un travail en Martinique. Absolument. Voilà, donc une insulte, il ne faut pas confondre une insulte interpersonnelle. Et puis cette construction-là, le racisme, c'est parti de l'idée qu'il y a une race supérieure. Et ce n'est pas nous. Et ce n'est pas nous, c'est la race supérieure. Qui ont institué cette idée. Et c'est ça le racisme. Utiliser, instrumentaliser une appartenance à un groupe pour en tirer des privilèges, c'est ça. Et puis l'imposer aux autres. Mais donc il n'y a pas de racisme anti-blanc, parce que littéralement les blancs ne se retrouvent jamais dans une situation où ils sont dominés par les noirs. Oui, éventuellement de xénophobie. Au contraire, ils s'arrangent beaucoup pour que les noirs ne dominent pas, pour casser tous leurs élans, leurs efforts. Mais la xénophobie, c'est quelque chose qui peut être normal. Mais quand vous, normal. Que des peuples peuvent s'inspirer comme ça. Quand vous prenez, si vous faites prenez le temps de lire la littérature de voyage, des religieux, des voyageurs, parce que les Européens ont passé leur temps à écrire les grands voyageurs, etc. Il y a toujours chez les Blancs qui arrivent chez les Noirs, un accueil, mais j'entends aussi quand ils viennent ici, ils sont gentils, accueillants. Et puis dès que vous mettez le pied chez eux, vous êtes d'abord vu comme un ennemi, on voit votre couleur, on ne veut pas que vous veniez soi-disant profiter des privilèges, etc. Donc il y a une vision, un rapport que le blanc impose au monde qu'il n'interroge pas. Mais il est content d'aller dans le monde entier, parce que je vous dis, lisez les livres des voyageurs, vous serez frappés. Eh bien, ils sont contents, tout le monde les reçoit. D'ailleurs, on les a tellement reçus qu'ils sont entrés dans la maison, se sont engouffrés et n'y sont plus ressortis. Ça a donné tout ce qu'on appelle la colonisation. Mais c'est très important de travailler
alors sur les différences entre xénophobie et racisme, que les gens utilisent des concepts qui sont vraiment là pour dire une réalité. Mais qui les simplifient à chaque fois, en fait. Le racisme n'est pas une notion, c'est une notion claire, mais ce n'est pas une notion simple, parce qu'elle nécessite qu'on comprenne qu'il y a un système et qu'il y a de la domination. Oui, vous parlez de racisme individuel et de racisme institutionnel. Oui. Je n'aurais même pas dit racisme individuel. Je sais qu'on a, même entre nous, quand on se tape dessus ou qu'on s'insulte, on ne dit pas tu es raciste. Pourquoi est-ce qu'on l'a mis? C'est qu'on instrumentalise la race dans beaucoup de choses où elle n'a pas de, comment vous dire, d'effet sur la relation. C'est parce qu'on a, blanc ceci, blanc cela. Mais un sale blanc et un sale nègre, ça n'a pas du tout la même valeur. Un sale nègre a été détruit par l'insulte. Un sale blanc, il est fâché, il va au tribunal et il dit celui-là m'a traité, et il sort avec des comment on appelle ça, quand on vous a fait du mal et qu'on vous demande de... vous avez des compensations, des dommages. Des dommages d'intérêt. Il a droit à tout ça. Bon, écoutez, franchement, le système n'est pas pour nous. Donc, il ne faut pas qu'on se... C'est pour ça que définir les concepts, c'est important. Et dire racisme individuel, peut-être, mais en tout cas, nous avons dans la relation quelque chose qui s'appelle de l'animosité, de la colère, des choses qu'on se jette à la tête, à la face, et etc. Mais ça n'est pas du racisme. Le racisme n'est pas ça. Alors que les gens viennent en plus utiliser une invention des Blancs pour dire qu'il y aurait un truc contre les Blancs, ça c'est vraiment un abus, une profitation, comme on dirait, et une manière de détourner absolument tout ce qu'on fait pour rester le privilégié de la situation. Oui, alors effectivement, ça me permet de réagir. Et quand on parle de cet espace social et cet espace de différence, les dominants, ce sont eux. Donc, ils ne sont à aucun moment, je dirais, ils ne souffrent à aucun moment de racisme. Et c'est clair, c'est très 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 clair. Comme disait Célia, oui, il s'agit d'une réaction, d'une réaction interpersonnelle. Et c'est tout. Non, mais est-ce qu'on a du mal à définir les degrés de sympathie ou d'animosité qu'on éprouve sans mettre le mot racisme dessus? Parce que l'être humain, il est ainsi fait, qu'il exprime des colères et qu'il dit des choses qui n'ont rien à voir avec le racisme est une institution qui permet aux Blancs de dominer et de tirer des privilèges de tout ce qui est organisé dans la société multiraciale. Et même dans le monde, puisqu'il suffit de dire que je suis le grand, le beau, pour que le tapis rouge se déroule, et que je ramasse à chaque fois la mise et que je rentre chez moi avec des valises pleines. Enfin, non, il faut quand même qu'on... C'est pour ça que c'est important de définir les mots. Et quand Célia disait tout à l'heure que nous ne sommes pas à l'origine de la définition des choses. Et donc le pouvoir, ça n'est pas nous qui l'avons. Celui qui définit, c'est celui qui a le pouvoir. Mais quand vous décidez que vous entrez désormais en voulant définir, en donnant le sens, que vous voulez entrer dans un domaine justement duquel on vous a toujours tenu éloigné, vous êtes dans une stratégie, vous, d'empowerment, comme on dit en anglais. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela qu'un lexique, c'est pas un outil banal, ou comme un dictionnaire, et que ça dit quelque chose aussi de notre jeunesse. Voilà, notre émission arrive à son terme, puisque la petite lumière verte clignote, chers amis. J'espère que vous nous avez suivis. Maintenant, un lexique, c'est pas... Voilà, on ne vient pas vous parler d'un roman. Vous allez l'ouvrir à la page 50, à la page 100, à la page 10, à la page 20. Vous voyez, c'est une espèce de petit outil. En plus, c'est pas un gros livre. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Mais un lexique, c'est dire... regard blanc. Qu'est-ce qu'elle dit de regard blanc? Rosa Parks. Qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, ils sont un collectif, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il raconte de touristes? Voilà une réflexion qu'on devrait mener. Que j'ai menée d'ailleurs. Comment il s'appelle? Dans l'Acousémie, le responsable de cette très belle revue, je crois qu'elle s'est arrêtée, mais la servitude, il parlait de servitude. Comment il s'appelle? Les poètes...
Alors, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolée s'il nous écoute, mais en tout cas, sa revue qui s'appelle La Causémie est extraordinaire. Et dans cette revue-là, il m'avait fait l'honneur de me solliciter et j'avais parlé du tourisme, de ce que c'est. C'est une néocolonisation de beaucoup de lieux et on nous a mis en tête que c'est de l'argent qu'on nous apporte. On a l'impression qu'on n'a jamais vu vraiment le budget qu'on a quand nos touristes sont partis, puisqu'on n'a pas droit à ces calculs-là. Voilà. Donc, on va vous laisser. Il faut comprendre donc un lexique. On remercie nos jeunes de l'avoir commis. Et puis, c'est un travail qui continue. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'un lexique, c'est un outil qui donne du sens aux choses. Et cette posture-là, chez nos jeunes, signifie qu'ils sont dans une dynamique de nous dire qu'ils réfléchissent aussi à leur réalité, qu'ils ont, une posture d'acteur qui réfléchit à leur réalité et qui nous propose aussi le sens de choses qui nous touchent collectivement, mais que nous ne sommes pas seuls à décliner désormais, d'accord? Voilà, donc Célia, je vous laisse dire votre petit mot de revoir, si vous voulez regarder. Merci de m'avoir reçu, Madame Smeralda. Merci, Monsieur Ventura, d'avoir partagé la discussion avec nous. Je voulais remercier les personnes qui ont écouté Piment depuis des années maintenant, ceux qui nous ont déjà lus, évidemment les co-auteurs, Chris, Rhoda et Bintou, et puis dire que le livre, alors on est en confinement, mais le livre est disponible en Martinique. Je pense à la librairie. Je peux dire ou pas les noms? Oui. Dans toutes les bonnes librairies, disons. Ouais, on va dans toutes les bonnes librairies, les librairies indépendantes martiniquaises, voilà, si je peux me permettre. Surtout, et on a envie d'apporter notre vision du monde en écrivant. C'est ce que vous avez fait. C'est ce qu'on fait. Pour ceux qui veulent avoir des informations, ils peuvent nous écrire. Le mail, c'est émission piment. Donc, émission piment collé en un seul mot, @gmail.com. Voilà. On peut nous retrouver aussi sur Facebook. Donc, le collectif s'appelle Piment, tout simplement. P4IMENT. On est aussi sur Instagram, P4I, donc PIIIIMENT. Et puis, ils peuvent nous retrouver sur toutes les plateformes Instagram, Facebook, Spotify, pour écouter nos émissions, si vous avez envie de savoir ce qu'on fait. SoundCloud aussi, pour écouter nos émissions, Piment. Et puis, on parle de plein de choses, des réparations. La dernière émission qu'on a faite, et la dernière d'ailleurs, puisqu'on a rendu le tablier de nos innovations de radio, on a parlé de la transmission. Voilà. Parce que c'est que transmettre. Et c'est ce qui est à l'heure du jour désormais. Beaucoup de jeunes s'intéressent à devenir parents, mais comment devenir parents dans une société comme la nôtre? Transmettre. Et voilà, Louisito. Oui, alors c'était une émission très enrichissante, tout d'abord, et puis merci pour ce travail intéressant. Ce dictionnaire, le titre c'est bien, on a dit, c'est le dérangeur, petit lexique. Voilà. Donc avec tous ces concepts, je crois que tout individu, tout antillais, quel qu'il soit, orientant un travail de recherche ou d'analyse pourra effectivement retenir c'est un outil, exactement. Voilà. Merci Louisito, merci Célia d'avoir répondu à l'invitation. J'espère que on vous verra beaucoup, qu'on entendra beaucoup ce que vous avez à apporter. Et donc bon retour chez vous, où que ce soit. Et puis, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'être là au rendez-vous. Je sais vos goûts. Je vois comment vous réagissez aux émissions quand elles sont postées, quand vous les suivez. Eh bien, faites-nous remonter vos impressions. Nous continuerons à remercier ZOTV qui nous donne cette plateforme pour vous parler. Et puis, nous vous demandons, de nous faire part aussi à ceux surtout qui viennent vous apporter leur savoir, de les encourager pour qu'ils continuent leur recherche, parce que c'est cela qui nous manque le plus dans nos sociétés, des chercheurs. Merci d'avoir été là et à très bientôt.